Donald Trump a dévoilé son plan de paix pour Ça, on va en parler, ça. Gaza, plan qui prévoit notamment un cessez-le-feu permanent et la libération des otages. Israël a donné son accord, on attend la réponse du Hamas. Alors, Israël n'a pas vraiment donné son accord, mais bref, on va en parler justement. Justement, on va aller là-dessus. Trump, qui vraiment veut absolument avoir son putain de prix Nobel de la paix, a dévoilé du coup son plan de paix pour Gaza. Pas pour la Palestine, pour Gaza. Et c'est assez intéressant. Je vous propose qu'on regarde un petit peu ce qu'il y a dedans. Donc Trump a révélé son plan pour mettre fin au génocide à Gaza. Puisqu'il y a un génocide qu'à Gaza, bien évidemment. Le reste, c'est juste la colonisation, du nettoyage ethnique. On n'est pas encore au stade. Ah si, en fait. Ok, bon, mais plus Gaza et puis on verra la suite pour plus tard. Une journée grandiose, magnifique, l'une des plus grandes journées jamais vécues dans la civilisation. Avec ces mots à lui, Donald Trump promet un règlement immédiat du conflit. J'adore le avec ses mots à lui. Avec ses mots d'enfant qui découvre l'usage de la parole, il a tenté de faire un discours intelligible. Un arrêt total du bruit des armes dans l'enclave. Une force internationale soutenue par des pays arabes à terme assurerait la sécurité. D'ici là, le Hamas s'engagerait à ne plus jouer de rôle et à déposer les armes en échange d'une amnistie. Des pourparlers seraient en cours pour organiser le départ des responsables du Hamas hors de Gaza. De son côté, l'armée israélienne procéderait à un retrait en 3 étapes. Un premier recul en vue de la libération des otages, un autre pas en arrière pour laisser place aux forces étrangères et un positionnement le long des limites de l'enclave. Donc l'armée israélienne promet de réassiéger Gaza. C'est super. Ils vont se retirer de Gaza pour juste se mettre aux frontières. C'est une bonne nouvelle. Ça va totalement changer à la situation d'avant 7 octobre. C'est ça, retour à la case départ, mais avec Gaza détruite et plein de gens morts. Super tout ça. Cet accord de paix prévoit un échange. Les 45 otages israéliens, dont 25 seraient décédés, doivent être libérés d'ici 2 jours. Lorsqu'ils seront libérés, Israël remettra en liberté 250 Palestiniens condamnés à la prison à perpétuité et 1700 Gazaouis. Ah oui, parce que les Gazaouis ne sont pas palestiniens. Faut quand même, je trouve ça intéressant, c'est que dans tous les... J'ai regardé plein de récaps, le Figaro, le machin, etc. Ils ont tous cet élément de langage de libération de 250 prisonniers et de 1700 de Palestiniens et de 1700 Gazaouis. On voit rien que dans la rhétorique des médias qu'il y a une distinction qui est de plus en plus faite entre les Palestiniens et les Gazaouis. Même tout le discours de la guerre contre le Hamas, le génocide à Gaza, etc., etc. Où, en fait, je suis désolé, c'est la Palestine, en fait, dont on parle, c'est censé être une entité commune, mais vous voyez comment progressivement, symboliquement, les blocs sont désolidarisés les uns des autres, on va dire. Comme si les Gazaouis n'étaient pas des Palestiniens et comme si les Palestiniens ne comprenaient pas les Gazaouis. Mais un truc qui est intéressant, c'est que vous savez, quand j'ai commenté le discours de Macron à l'ONU, je me plaignais du fait qu'il avait parlé de libérer les otages, mais il parlait pas du tout des prisonniers palestiniens. À ce moment-là, j'étais un peu en mode, ouais, bon, peut-être que je force un peu. C'est vrai que personne ne parle des prisonniers palestiniens. Ah, mais si, dans le plan de paix, en fait, il parle de libérer les prisonniers palestiniens. Donc les prisonniers palestiniens sont bel et bien des otages. Intéressant. Le plan de Donald Trump prévoit également la transition de l'administration de Gaza. Ça, c'est le truc le plus intéressant. Ouvrez bien vos oreilles. La transition de l'administration de Gaza. Avec l'installation d'un gouvernement palestinien temporaire, technocrate et apolitique. Temporaire, technocrate, apolitique. Une instance supervisée par un organe international dirigé par Donald Trump lui-même. Ah! Donc le gouvernement temporaire et apolitique dirigé par Donald Trump. Une entité de contrôle dans laquelle on trouverait également l'ex-premier ministre britannique Tony... Qu'est-ce qu'il fout là, lui ? Qu'est-ce qu'il fout là, le criminel de guerre par intérim? C'est Tony Blair. Tony Blair qui est en mode moi, en tant que Britannique, j'aimerais bien remettre en place le mandat britannique sur la Palestine. Cette instance disparaîtra lorsque la gouvernance palestinienne aura mené les réformes jugées nécessaires. Les réformes nécessaires. Quelles réformes nécessaires? Parce que moi, à chaque fois qu'on nous parle de réformes nécessaires, c'est l'austérité, l'ouverture aux capitaux, le fait de se laisser piller économiquement. Donc, ce que propose Trump pour Gaza, symboliquement donc détaché de la Palestine, j'imagine, c'est donc de mettre Gaza sous tutelle internationale, décidée par Trump.
C'est quand même pas du tout un red flag parce que moi je vous rappelle, c'est pas la première fois qu'il en parle. Un rappel qu'au début de l'année, c'était ça que Trump y proposait. Trump Gaza shining bright, golden future, a brand new light. Feast and dance, the deal is done. Trump Gaza number one. Trump Gaza shining bright, golden future, a brand new light. Feast and dance, the deal is done. Trump Gaza number one. Il y avait déjà ce truc-là, la Riviera du Moyen-Orient, ça pourrait être génial, etc. Donc c'est quand même un petit peu un red flag que du coup pour la transition au pouvoir de Gaza, l'instance qui gère la transition de pouvoir à Gaza, pour soi-disant dégager le Hamas, etc., soit présidée par Donald Trump et par Tony Blair. Hein, rappelons-le quand même, Tony Blair qui n'est pas le dernier non plus en termes de, en termes de prédation capitaliste, de colonialisme, etc. etc. quoi. Quand j'ai entendu ça, ça m'a immédiatement rappelé l'instance mise en place par les Ricains en Irak à l'issue de la guerre. On se souvient du succès que ça a été. Ah non, mais de toute façon, mais ça c'est la tactique éternelle en fait des États-Unis, dans le sens où je crois qu'en Afghanistan aussi c'est ce qu'ils avaient fait. En fait, le problème quand tu mets un pays sous tutelle comme ça, c'est que c'est bien de négocier la tutelle, la transition, etc. Mais il faut négocier du coup la transition post-tutelle. C'est-à-dire qu'une fois que les États-Unis s'en vont, qu'est-ce qui se passe? Et là, en l'occurrence, je dis pas, oh là là, dès que les États-Unis s'en iront, le Hamas reviendra. C'est plutôt dès que les États-Unis s'en iront, on aura quand même Gaza qui sera juste une enclave entourée par l'armée israélienne, donc assiégée de nouveau, et avec un Israël qui aura probablement encore plus colonisé la Cisjordanie. Donc en fait, c'est soit offert sur un plateau d'argent, soit Trump voudra garder sa Riviera pour faire son petit paradis fiscal bizarre, quoi. Pour lui venir en aide, le projet de la Maison-Blanche prévoit un plan d'investissement pour reconstruire et dynamiser la zone. Reconstruire et dynamiser la zone. Mais pareil, hein, c'est ce dont Rima Hassan parlait dans son post sur Insta et sur Twitter, où elle disait que le plan des grandes puissances occidentales pour la Palestine, c'est de le mettre sous une tutelle économique et d'en faire en fait une espèce de thérapie du choc néolibéral et d'en extraire un maximum de valeur économique possible, quoi. Dynamiser ou dynamiter. Non, mais le dynamitage a déjà été fait. En fait, vous inquiétez pas parce que la partie démolition, elle a déjà été faite, sponsorisée par l'armée israélienne. Du coup, ils n'ont plus qu'à faire la construction. L'aide humanitaire devrait enfin faire son retour. L'entrée de cette aide et sa distribution devraient s'effectuer selon le plan sans ingérence des deux parties, via l'ONU et le Croissant Rouge. Sur ce document, très peu de détails supplémentaires ou de dates butoirs. Les Gazaouis sont assurés de rester sur leur terre, mais difficile d'assurer que le Premier ministre israélien et le Hamas accepteront à la longue les termes de ce plan de la Maison-Blanche. Donc voilà, donc ça c'est un petit peu le plan dans les grandes lignes de Trump pour la Palestine. Il me semble que sur le truc de BFM... Côte à côte lors d'une conférence de presse, le président américain et Benjamin Netanyahou ont annoncé avoir trouvé un accord sur un plan de paix pour Gaza. Donald Trump a détaillé devant la presse un plan en 20 points. Il prévoit la fin immédiate de la guerre, la libération des otages et le retrait des troupes israéliennes. Et ça, voilà, c'est son grand truc encore une fois, hein, son truc de je vais mettre fin à la guerre, regardez, Netanyahou est d'accord avec moi, etc. Mais en réalité, encore une fois, Netanyahou est dans un double discours permanent, c'est-à-dire qu'en anglais, il dit c'est génial, en hébreu, il dit c'est de la merde, on va pas enlever notre armée, quoi, bref. Quant à la gouvernance après le cessez-le-feu, le plan exclut la présence du Hamas et Israël ne souhaite pas que l'autorité palestinienne de Mahmoud Abbas ait un rôle à jouer sans une transformation véritable et radicale. L'enclave serait donc dans un premier temps gouvernée par une autorité temporaire, placée sous la supervision d'un comité de paix présidé par Donald Trump. Devant la presse, Benjamin Netanyahou a dans un premier temps accepté les termes de l'accord pour mettre la pression sur le Hamas. Pourtant, le Premier ministre israélien a déclaré ce mardi dans une vidéo publiée sur X que malgré l'accord, l'armée israélienne resterait dans la majeure partie de la bande de Gaza. Et c'est ça aussi le truc, c'est qu'encore une fois, le double discours permanent de Netanyahou, où en réalité, lui, ce qu'il veut, c'est l'annexion totale de Gaza, et le retrait des troupes ne lui va pas du tout. Et du coup, même le plan qui propose de revenir au statu quo ante, où simplement la bande de Gaza est dans un état de siège permanent, c'est trop généreux pour lui. Tout ce qui ne contient pas l'annexion pure et simple par Israël de Gaza, ça lui plaît pas, quoi. Et ça, c'est encore une fois, la question du retrait. Mais l'armée israélienne était déjà dans Gaza avant le 7 octobre. Par la surveillance, par le contrôle des frontières,
par les incursions régulières de l'armée sous prétexte de lutte antiterroriste, etc. Genre c'est, oui, par le ciel aussi, par le blocus total du ciel de Gaza, etc. Enfin, par le fait qu'il n'y avait aucun avion qui pouvait atterrir dans Gaza. Donc l'armée israélienne était déjà, techniquement, dans Gaza. Notez quand même que dans ce projet d'accord, en 20 points, jamais il n'est fait état de la Cisjordanie. Et même au contraire, dans la colonisation de la Cisjordanie, vous voyez en fait, il y a une division progressive entre le nord de la Cisjordanie et le sud de la Cisjordanie. En gros, avec Jenin, Ramallah d'un côté et Hébron de l'autre. Et ce morcellement aussi qui fait qu'en fait, de fait, tu as juste deux zones qui sont encore plus faciles à isoler une fois qu'elles seront isolées les unes des autres. Et en fait, la technique qu'il y a avec la bande de Gaza de l'avoir totalement coupée du reste de la Palestine, c'est ce qu'ils essayent de faire aussi avec la Cisjordanie. Le Hamas a déclaré ce mardi étudier le plan. Le président américain a laissé 72 heures au groupe terroriste pour donner sa réponse. Et donc voilà, et donc encore une fois, avec un truc ostensiblement tourné vers le Hamas, mais qui en réalité n'a pour autre but que d'annexer totalement Gaza et en fait de mettre entièrement la Palestine sous mandat international. Mais en fait, parce que c'est ça qui est fascinant, c'est que la question coloniale, quand on parle de la Palestine aujourd'hui, le continuum colonial, c'est le truc le plus frappant dans tout ce qui se passe. Même la condition pour mettre fin au putain de génocide des Palestiniens, c'est de les remettre sous un mandat international. Donc c'est en fait d'encore une fois leur priver de leur autodétermination. Et en fait, c'est le même truc que je disais quand je commentais le discours de Macron à l'ONU, c'est que l'autodétermination des Palestiniens est littéralement nulle part. Donc Israël a dit OK à Trump mais compte pas suivre le plan. Trump et Netanyahou ont fait la conférence de presse ensemble pour annoncer le plan de paix, donc pour sous-entendre en fait qu'ils sont d'accord tous les deux sur le plan de paix. Mais auprès des siens, Netanyahou, il rassure l'opinion publique israélienne en disant « Mais vous inquiétez pas, le plan de paix... Netanyahou, il est en mode, vous inquiétez pas, les parties du plan qui sont bien, c'est on dégage le Hamas et on empêche l'autorité palestinienne de reprendre le contrôle de Gaza, parce que c'est aussi ça la question, mais on met Gaza sous un mandat international, vous inquiétez pas, c'est nous qui allons vérifier, et pour ce qui est de l'armée, tranquille, elle va rester, ne commencez pas à les croire. Donc il y a un truc aussi où c'est le principe d'une négociation. Tu commences par le truc que tu acceptes le moins, et puis après, progressivement, tu joues du fait accompli pour forcer l'autre à retomber en fait sur le plan de paix que Netanyahou aurait voulu, c'est-à-dire Gaza n'a plus vraiment d'existence autonome par rapport à Israël, quoi. Israël n'a jamais respecté un seul accord de paix, pourquoi il commencerait... En fait, c'est ça. C'est que c'est vraiment, il est en mode non, vous inquiétez pas, on va choisir ce qui nous plaît dans l'accord de paix, donc... Investir dans Gaza, super, comme ça on récupérera tout ça une fois qu'on les aura annexés une bonne fois pour toutes. Un contrôle international génial, comme ça on est sûr qu'ils n'auront jamais d'autonomie politique. Et puis le reste, bon, l'armée, allez, c'est négociable, quoi. Donc Israël compte encore sur le fait que Trump assurera toujours leurs arrières, même s'il est traité comme le moins cher. Oui, exactement. En fait, Israël parie sur le fait que Trump sera toujours là pour continuer de les soutenir économiquement, continuer de leur filer de la thune, continuer de mettre des investissements pour que ça coûte le moins cher. Parce que faut pas oublier quand même que cette guerre, ce génocide coûte assez cher économiquement à Israël. Faut mobiliser énormément de réservistes. Je crois que c'était dans le Collimateur, là, le podcast d'Alexandre Jublin. Il invitait une meuf qui faisait un peu l'analyse militaire de l'offensive contre Gaza. Et elle était en mode, genre, ils ont levé une armée de réservistes, genre immense, genre 300 000 personnes à peu près, globalement, l'équivalent de l'armée française, globalement. Donc ça veut dire les armer, les équiper, les former, etc. Donc c'est quand même un truc qui coûte extrêmement cher. Et là-dedans, le fait que cette autorité internationale, selon Trump, se propose d'investir pour la reconstruction, pour la redynamisation économique, et avec l'idée derrière la tête de Trump qui n'a pas changé, hein, qui est cette fameuse Riviera du Moyen-Orient, etc., ça garantit à Israël que la reconstruction de Gaza ne sera pas à ses frais, mais aux frais des États-Unis, et puis après, on s'arrangera pour récupérer les retombées, quoi. Et donc voilà les réactions, c'est l'humanité qui a filmé les réactions de certains Palestiniens, notamment de Cisjordanie, sur le sujet. À mon avis, ce plan constitue une nouvelle forme de colonialisme. Tous les points présentés hier font partie d'un plan élaboré en 2020 par Tony Blair et sa fondation Institute for Global Change et Trump. Et donc ce qui est incroyable, c'est que t'as les Palestiniens qui sont sur place et qui sont en mode le plan de Trump en 20 points, ça ressemble beaucoup à ce que Tony Blair voulait déjà faire
en 2020 et qu'il avait déjà réfléchi à ça avec Trump. Parce qu'encore une fois, tu vois, c'est le truc éternel de ça n'a pas commencé le 7 octobre, non, le conflit israélo-palestinien n'a pas commencé, non, le génocide à Gaza n'a pas commencé le 7 octobre, etc. etc. Et ce qui est encore plus rageant quand tu vois à quel point avant le 7 octobre, il y a toute une partie de la gauche qui considérait que la Palestine, bon, c'était obsolète, fallait plus en parler, etc. Mais t'as un truc où, genre, les velléités de contrôle occidental sur la Palestine, les velléités de mettre fin au conflit israélo-palestinien, mais par la colonisation, hein, pas par la paix et l'autodétermination. C'est des projets de très longue date, qui ont été réfléchis, qui ont été avancés progressivement les uns après les autres, tension après tension, escarmouche après escarmouche, gentil plan choisi par un institut par l'institut de Tony Blair, après gentil plan décidé par un institut à la con de sioniste ou je sais pas quoi. Et c'est un vieux truc, quoi. 20 هم بخططها توني بلير مؤسسة توني بلير وكادوتشي وترامب هذا استعمار جديد لفلسطين وما فيش اعتراف بدولة فلسطين sans reconnaissance d'un État palestinien. Oui, parce qu'en fait, derrière tout ça, encore une fois, hein, il y a, quand je vous disais de faire attention au fameux wording, le fait qu'il distingue les prisonniers palestiniens des prisonniers gazaouis. Parce qu'en fait, donc, les 1700 gazaouis, c'est ceux qui ont été faits prisonniers après le 7 octobre. Et les prisonniers palestiniens, ce sont ceux qui ont été faits prisonniers avant ou ailleurs, etc. Donc ceux qui étaient en prison à perpétuité, etc. Donc en fait, c'est les otages d'Israël. Et rien que dans ce wording, le fait de distinguer la Palestine de Gaza, le fait de faire un plan de paix qui ne comprenne que Gaza et qui ne parle pas de la colonisation en Cisjordanie, qui ne prennent absolument pas en compte la reconnaissance du moindre État palestinien, mais qui soit en réalité compatible, encore une fois, je vous renvoie au réad qu'on a fait de Macron, parfaitement compatible avec la reconnaissance de la Palestine par Macron, parce que Macron, c'est exactement ce qu'il voulait, hein, démilitariser entièrement la Palestine, avoir des garanties économiques et politiques qui conviennent aux nations occidentales pour que la Palestine devienne enfin un État, etc. Tout ça, en fait, Macron, à l'ONU, il a décrit la mise sous tutelle de la Palestine, pas son autodétermination. Et là, on va dire, le plan qui est montré par Trump, c'est un peu la version un peu plus extrême, mais dans l'idée, c'est exactement le même truc, quoi. Cassandre, qu'est-ce que tu proposes? Gaza est en ruine, et si les USA peuvent la reconstruire, c'est mieux qu'une vie de misère. Qui mettrait de l'argent dans la reconstruction de la Palestine, sinon, réalistiquement parlant? T'es premier degré dans ton message, ou c'est pour faire une blague? J'aimerais comprendre quelle solution. Bah, peut-être que si les États du monde reconnaissent que c'est un génocide et qu'il y a une responsabilité collective, en fait, alors déjà, bon, premier truc, déjà, il y a une distinction entre qui paye et qui décide où est alloué l'argent. C'est une première chose, parce que là, en l'occurrence, ce serait Trump et Tony Blair qui décideraient où est-ce qu'on met l'argent et qu'est-ce qu'on construit. Ce qui est quand même un pouvoir sacrément. Parce que moi, je veux bien prendre de l'argent des États-Unis, vu toutes les armes qu'ils ont vendues à Israël, ils sont économiquement responsables, on leur prend l'argent. Mais c'est pas eux qui décident où est-ce qu'ils la mettent. Pareil, c'est Israël qui devrait payer la reconstruction, parce que c'est eux qui ont détruit. La Grande-Bretagne aussi. Une partie, l'Union européenne. L'Union européenne, vu que l'Union européenne représente à peu près 50% des importations d'Israël. Mais c'est le peuple palestinien qui doit décider où est mis cet argent. Parce que si Trump, il dit « on va fournir l'argent pour reconstruire et je vais décider de construire ma Riviera », ça va pas être dans l'intérêt des Palestiniens. Ça va être dans l'intérêt des puissances internationales, ça va être dans l'intérêt, etc., etc. Mais personne ne voudra payer, ça fait 3 ans, personne n'a montré un intérêt pour le moment. Mais donc c'est un problème. Personne ne veut payer, personne ne veut reconnaître sa responsabilité. Et surtout les États-Unis. n'est pas fini, quoi. Non, mais surtout que les États-Unis, genre, ils veulent juste mettre de l'argent pour reconstruire gentiment. Enfin, allô, faut arrêter la naïveté. Du coup, la situation est bloquée, je suis d'accord, bah oui. Mais en fait, là, ce qu'ils sont en train de faire... Non, mais je comprends, en fait, ta question, elle pose la question de l'urgence. Parce que oui, il y a une situation d'urgence, etc. Et je suis d'accord, mais c'est exactement ce que veut faire Trump. Il y a l'angoisse de... Ça fait déjà des années que ça dure, au moins que ça s'arrête. Et genre, si ça s'arrête au prix de la Pax Trumpiana, eh bien que ça s'arrête au prix de la Pax Trumpiana, tu vois. Mais le problème, c'est que c'est du chantage. Et que du coup, c'est qu'ils foutent le couteau sous la gorge des Palestiniens, de l'opinion publique internationale, pour dire on ne vous laisse pas le choix. Et on ne vous laisse pas la possibilité de négocier, on ne vous laisse pas la possibilité de dire que peut-être vous n'êtes pas d'accord avec ça, quoi. C'est précisément le but de la manœuvre, de nous faire nous dire « Ah, mais après tout, c'est vrai que c'est quand même mieux que les décombres, donc on va accepter la colonisation de Gaza. » Parce que désolé, mais le gouvernement de tutelle, etc., ça s'appelle la colonisation de Gaza. Politiquement, c'est une colonisation. Je vais faire un parallèle avec l'histoire des États-Unis, mais...
quand les États-Unis détruisaient les écosystèmes de vie des Premières Nations, des natifs, etc., quand ils sont arrivés pour coloniser les États-Unis, ils ont offert le même type de chantage aux indigènes en leur disant soit vous vivez à l'américaine, vous rejoignez les centres-villes, vous rejoignez la masse ouvrière des centres-villes, etc., soit vous vivez dans des réserves. Et le problème, c'est que pourquoi est-ce qu'ils ont proposé ce chantage? C'est parce qu'ils avaient déjà commencé à coloniser, à détruire, à tuer, à contaminer à coups de maladies, etc. Ouais, le Trail of Tears, c'est exactement ça. Donc en fait, le problème, c'est qu'il y a déjà un fait accompli qui n'aurait pas dû arriver, quoi. Et le problème, c'est qu'une fois que tu es mis devant ce chantage, évidemment, c'est tentant de se dire, bon allez, c'est mieux que rien, mais c'est aussi la meilleure arme du colon pour te faire oublier absolument tout ce qu'il a fait avant et pour t'enlever la possibilité de critiquer ce qu'il a fait avant. Parce qu'une fois que tu auras ta Riviera, c'est bon, t'as pas à te plaindre. C'était pas si mal en fait de se faire coloniser. Si c'est des capitaux étrangers qui reconstruisent ton pays, ça veut dire que plus tard, l'État et les Palestiniens n'ont pas la souveraineté sur leur économie, et aussi la monnaie et quelle monnaie ils ont. Ils font faire investir leurs capitaux, genre en dollars, ou ils vont développer une monnaie pour la Palestine. C'est ça aussi, c'est que tu prépares aussi le fait que toute l'économie palestinienne sera sous tutelle complète de l'économie états-unienne et israélienne, quoi. Donc c'est que jamais la Palestine ne sera souveraine économiquement, politiquement, etc. etc. quoi. Gaza n'aura jamais la possibilité de se reconstruire sans capitaux étrangers. Le problème, c'est les conditions d'échange. Oui, c'est ça. En fait, les capitaux étrangers, le problème, c'est que version Trump, ça va venir avec des titres de propriété possédés par l'étranger. Si tu prends les capitaux étrangers, mais que c'est juste en mode cet argent, vous nous le devez parce que vous avez fait un crime contre l'humanité, cet argent n'est plus le vôtre, il est à nous. Quand je dis nous, c'est les Palestiniens, quoi. Je dis pas moi. Si tu dis ça, c'est pas pareil que Trump qui dit je vais faire bienvenue les investisseurs et maintenant que vous aurez construit, du coup l'immeuble il sera à vous vu que c'est vous qui l'aurez construit. Tu vois, c'est pas du tout pareil. Donc c'est aussi ça, c'est parce que donc à partir du moment où cette reconstruction est proposée sans aucune souveraineté palestinienne, dans ce cas, ça veut dire que les investisseurs étrangers posséderont des bouts de Gaza, vu qu'ils posséderont les immeubles qu'ils auront construits, vu qu'ils posséderont les business qu'ils y auront fait, etc. etc. quoi. Et puis j'imagine que les habitants de Gaza, ils auront le droit d'ouvrir des stands de bouffe. Un petit street food, c'est typique. Voilà, ce sera leur rôle dans l'économie de Gaza, j'imagine. Donc s'ils mettent en œuvre ce qu'ils disent, alors c'est une bonne chose. Donc voilà, c'est ce que dit donc, le dernier. C'est pour ça que je trouve qu'il soulève un petit peu cette question de l'urgence et de la lassitude. Donc s'ils mettent en œuvre ce qu'ils disent, alors c'est une bonne chose. Premièrement, il n'y aura pas de déplacement et ceux qui sont partis de Gaza pourront revenir. Ça, c'est vrai que c'est un aspect du plan où c'est en mode c'est bon, il n'y aura pas de nettoyage ethnique. Tu te rends compte de ce à quoi tu te retrouves à consentir? Tu dis ouf, c'est bon, il n'y aura pas de nettoyage ethnique, tout va bien. Et en vrai, quand t'es palestinien, ça reste aussi très important, le fait que les gens puissent revenir. Parce qu'une des garanties du plan, c'est que les gens puissent partir et revenir de Gaza. Donc, c'est pas le droit au retour des gens qui sont partis déjà, mais c'est déjà le droit à la libre circulation. Ce qui est un truc de fou quand même. Le plus important, c'est qu'il n'y aura pas de déplacement forcé. Nous en avons assez des massacres. Et c'est ça, et c'est là où tu arrives aussi au truc de en fait, c'est ça la logique, tu vois. C'est qu'ils se disent bon, au moins ce sera la fin des massacres et ils vont pas faire de nettoyage ethnique, donc ça devrait aller, quoi. Et c'est là que tu vois que tout le fait accompli qui a été instauré, non pas depuis 2023, mais depuis 2020, depuis 2014, depuis 2004, depuis 1998, depuis 1974. Enfin, en fait, toutes les petites pierres qui ont été posées à l'édifice de la colonisation de la Palestine trouvent leur logique dans le plan de Trump aujourd'hui, quoi. Imagine ta maison se fait détruire, tu reviens, il y a un hôtel à la place avec des connards de touristes cocktail à la main, là où toute ta famille s'est fait buter, tout ça pour ça. Bah oui. Et surtout, connaissant les tendances générales dans ce genre d'affaires, les Palestiniens de Gaza, ils serviront de main-d'œuvre pas chère pour reconstruire. Ça fera beaucoup d'ouvriers du BTP payer une misère. Et puis de toute façon, ils auront l'aide alimentaire de l'ONU. Du coup, ça va, on peut se permettre de les payer pas cher parce que c'est pas comme s'ils avaient acheté leur bouffe, hein? Non? Ils doivent aussi l'acheter quand même, là. Non, mais on leur donne, hein? Et comme ça, on peut leur payer un salaire de misère. On va faire comme les Qataris, quoi. Ça a plutôt bien marché pour construire les stades pour la Coupe du Monde de la FIFA. Donc bon. Encore une fois, l'exploitation ne se limite pas que au fait de faire un hôtel sur la terre de Gaza. C'est aussi d'utiliser toute la population pour travailler et qui, de fait, devient une espèce de travail forcé ou du moins un travail dont tu ne peux pas jouir des fruits, quoi. On est d'accord que ça semble impossible de construire une colonie américaine sur Gaza. C'est-à-dire une colonie américaine. Genre,
comment dire, faut pouvoir distinguer les colonies économiques et les colonies de peuplement. C'est-à-dire que si à Gaza, c'est que, ok, peut-être pas que les capitaux américains, mais c'est que des capitaux étrangers qui possèdent tout ce qui fait le cœur de tourisme, par exemple, au hasard de la nouvelle Riviera du Moyen-Orient, de fait, Gaza sera une colonie, puisque Gaza n'appartiendra pas à son peuple. Alors peut-être pas une colonie américaine, une colonie capitaliste, une colonie de capitaux étrangers. Mais spoiler alert, c'est le cas de beaucoup d'endroits dans le monde. Hein. Ils l'ont fait. Hawaï, voilà. Hawaï, voilà. En vrai, t'as raison. Hawaï, c'est le meilleur exemple. C'est une colonie économique qui ne sert qu'au tourisme. Toute l'économie repose sur l'économie touristique états-unienne. Tous les capitaux quasiment, enfin oui, tous les capitaux sont étrangers. Et pour pouvoir être propriétaire, faut être propriétaire des terres, donc posséder le capital qui a aidé à construire cette colonie-là, quoi. Mais c'est pour ça que quand on parle de colonialisme, on a tout le temps l'impression de... On imagine souvent la colonie de peuplement, ou alors on imagine le colonialisme à l'ancienne, avec les États eux-mêmes qui envoient leur armée pour faire du coton, etc. En fait, on imagine toujours un colonialisme nationalisé. Et en fait, la magie du capitalisme permet de faire sortir le colonialisme des carcans de l'État et de rendre accessible la colonisation, y compris aux simples capitalistes qui n'ont que leurs capitaux à mettre. Après, la vérité, c'était déjà ça. C'est aussi que dans l'histoire du colonialisme, on occulte énormément le rôle des entreprises privées. Alors, on parle vite fait de la Compagnie des Indes orientales, par exemple. Oui, oh là là, c'est la grosse compagnie de bateaux. On voit les pubs de la Compagnie des Indes orientales. Et puis, oh là là, on imagine le gros capitaliste avec sa grosse bedaine, son monocle et son cigare qui est derrière ça. Mais en fait, le colonialisme, c'est tout un réseau d'entreprises privées qui viennent exploiter, que ce soit la main-d'œuvre, que ce soit les ressources, etc., etc. C'est pour ça que quand on parle de... Mais c'est exactement pareil quand on parle des ressources en Afrique, des ressources minières, les trucs comme ça. Quand on parle de Total, Areva, etc., tous les bails des mines au Congo, etc. C'est exactement... C'est ça le colonialisme. Certes, techniquement, c'est un pays indépendant, mais à partir du moment où c'est une entreprise de ton pays qui est pote avec les dirigeants de ton pays, qui fait la pluie et le beau temps sur l'économie de ce pays indépendant, en fait, est-ce que c'est vraiment un pays indépendant, quoi? Et c'est pour ça que quand on parle de néocolonialisme, c'est un petit peu cette façon de décrire ce colonialisme sans implication directe de l'État, mais avec une forte implication indirecte au travers de la colonisation économique. Et donc c'est le plan de Trump pour Gaza. Se reposer sur le fait qu'il y aura un soulagement mondial de ne plus voir un génocide actif dans la bande de Gaza pour faire passer tranquillou l'annexion et la colonisation de la bande de Gaza. Hop, et avant de partir, n'hésitez pas, si cette vidéo vous a plu, à liker, commenter, partager, comme d'habitude, ça aide à faire tourner l'algorithme. Et si vous voulez me soutenir financièrement, n'hésitez pas à cliquer sur le lien Stream Elements qu'il y a dans la description de cette vidéo. Allez, cette fois je vous laisse.